Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, nous renouons avec un sujet qui nous tient à cœur, les outils d'aide à la décision partagée. Nous vous en avions déjà parlé dans l'épisode 23 avec Guillaume sur les déchirures non traumatiques de la coiffe des rotateurs. Aujourd'hui, on relance avec 3 nouveaux sujets. Allez, c'est parti, on vous embarque. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors Vincent, c'est toi qui as préparé cet épisode et tu as découvert donc 3 nouveaux outils d'aide à la décision partagée concernant des situations douloureuses dont tu vas nous parler ce soir. Lombalgie chronique, douleur en lien avec l'arthrose, douleur neuropathique. Est-ce qu'avant d'entamer ce super menu, tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un outil d'aide à la décision partagée ? Pour commencer, je vais rappeler ce que c'est que le principe de la décision partagée, qui est quand même normalement ce qui devrait diriger toute prise en charge médicale. Le principe de la décision partagée, donc, c'est pour le professionnel de santé d'informer le patient sur les bénéfices et les inconvénients d'un ou plusieurs traitements pour la pathologie qui le concerne. Et ensuite, le patient décide à partir de ça quel traitement il va choisir. Ça peut être un seul traitement ou ça peut être une combinaison de traitements. Ça prend aussi en compte, comme dans un modèle biopsychosocial, les traitements avec lesquels le thérapeute sera aussi le plus à l'aise. Et donc, du coup, un outil d'aide à la décision partagée, ça permet d'avoir un support. L'intérêt, c'est qu'il soit facilement compréhensible et utilisable de manière très pratique en clinique. Le temps d'une consultation, alors ça peut être sous la forme d'une vidéo, ça peut être sous la forme d'une infographie, ça peut être sous la forme d'un excellent podcast avec 2 kinésithérapeutes, mais bon, on va peut-être pas aller jusque-là non plus. L'idée, c'est du coup d'utiliser des faits plutôt que des opinions aussi avec la personne, c'est de lui permettre de décider ce qui est le meilleur pour elle par rapport à son parcours de santé, pas sur la base de je pense que ça c'est le mieux pour vous, mais sur la base de dans les faits, voilà ce qu'il est possible de faire et à vous de voir ce qui vous semble le plus adapté. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Parce qu'un traitement super efficace pourrait aussi être contrebalancé par des effets secondaires potentiels qui pourraient diminuer le bénéfice ressenti. Et, et comme tu l'as dit, ça permet d'aller au-delà du crois-moi mon pote, ça marche, mais d'avoir des références aussi pour montrer qu'on s'appuie quand même sur des données qui ne sont pas juste notre expérience à nous. D'ailleurs, ça peut être aussi un support de discussion. On peut très bien faire intervenir notre expérience personnelle par rapport à ce que peut dire cet outil. Venir nuancer ce que peuvent dire les études, puisque les études, elles sont faites souvent dans des contextes un petit peu artificiels et qui parfois se retrouvent, quand elles se retrouvent confrontées au terrain réel, à de vrais patients, ne donnent pas des résultats aussi extraordinaires que ça pouvait être dans un environnement contrôlé. Ou vice-versa, cela dit. L'expérience professionnelle personnelle peut nous donner l'impression qu'une technique a un effet très important à notre échelle auprès de quelques patients, quand dans la littérature, on ne va pas forcément retrouver le même résultat. Et l'inverse est tout à fait vrai aussi. Du coup, les 3 outils dont tu voulais nous parler, ils se présentent sous quelle forme ? À chaque fois, il y a une infographie. Et donc sur cette infographie, on a pour chaque traitement 3 couleurs de smiley, vert pour dire le pourcentage de patients qui s'améliorent grâce au traitement. Un smiley orange qui sourit un petit peu moins, c'est les patients qui vont s'améliorer alors qu'il n'y a pas d'intervention. Et enfin, un smiley rouge qui fait la tête pour les patients qui ne s'améliorent pas avec le traitement. Donc du coup, ça donne quelque chose de très visuel. Le but Oui. étant que ce soit pratique pour le patient de s'y retrouver et d'avoir rapidement une bonne idée de l'intérêt des différents traitements qu'on propose dans ces 3 situations, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et en complément de cette infographie, on a une deuxième page sur laquelle il y a un tableau où on va avoir une hiérarchisation. Tout en haut, c'est les traitements
pour lesquels les bénéfices dépassent largement les effets secondaires. En deuxième, les traitements pour lesquels les bénéfices sont pas forcément supérieurs aux effets secondaires qu'ils pourraient provoquer. Ensuite, il y a ceux qui n'apportent aucun bénéfice. En avant-dernière ligne, ceux dont les effets secondaires sont largement supérieurs aux bénéfices que le traitement peut apporter. Et enfin, les traitements pour lesquels il est assez difficile de conclure à un éventuel bénéfice du fait très souvent d'études dont la méthodologie est très mauvaise. L'avantage de ce tableau, c'est qu'il donne aussi, il explique en gros ce qui ressort des études. Est-ce qu'on a une efficacité similaire à un placebo, ou alors il va donner l'efficacité du traitement par rapport à l'efficacité du placebo. Il décrit aussi les potentiels effets secondaires. Il donne des indications sur la façon de prescrire correctement ou quelques mises en garde. Et enfin, il va donner une estimation approximative du coût du traitement avec des petits dollars, avec des coûts qui vont d'un prix inférieur à 25 dollars par mois à des coûts allant à plus de 100 dollars par mois. Donc d'un côté, on a quelque chose de vraiment très visuel, et ensuite on a un document qui sert de notice et qui est aussi très parlant, qui permet d'avoir une vision d'ensemble quand même très pratique. Et je pense que d'avoir ça sous la main, ça peut être plutôt utile. Clairement, le tableau, il est très lisible pour un professionnel de santé et je pense qu'il est extrêmement intéressant pour un usage rapide et pratique en pratique courante finalement. Ouais. On sait si le coût est reconnu comme un effet indésirable ou pas? On peut Parce très que bien se dire qu'un traitement qui a très peu de bénéfices mais qui coûte très cher, peut-être qu'on peut s'en passer. Ça rentre en ligne de compte dans la décision de quel traitement on va attribuer à un patient. et je pense que c'est important de le mettre sur quelque chose de très synthétique comme ça, histoire peut-être d'éveiller certaines consciences ou de rappeler que les propositions qu'on peut avoir, elles peuvent avoir aussi des conséquences financières pour ces patients. Alors, une chose importante à préciser, c'est que cet outil, qui est en anglais, se base sur un modèle canadien où le coût des interventions est difficilement comparable à celui qu'on peut avoir en France, hein, avec la participation de la sécurité sociale et des assurances complémentaires santé. Est-ce que tu peux nous dire, Vincent, où est-ce que tu as trouvé ces articles et quelle est la méthodologie qui a été employée? Alors, ces articles, ils sont tous les 3 issus des journal qu'on pourrait peut-être qualifier d'équivalent du journal Prescrire, que les médecins généralistes connaissent bien en France. Il s'agit du médecin de famille canadien, The Canadian Family Physician, et qui sont parus respectivement en janvier, en mars et en mai de cette année. On peut imaginer que d'autres articles du même genre suivront. Donc, à chaque fois, il y a une revue systématique de la littérature qui est réalisée et l'infographie qui en est issue pour expliquer de manière très claire les résultats. Pour chacune des thématiques, la méthodologie est relativement similaire. Donc les auteurs sont allés explorer différentes bases de données, Medline, Embase, Cochrane, et puis la littérature grise. Ça, c'est le cas pour la revue sur la lombalgie chronique et sur les douleurs neuropathiques chroniques. Par contre, pour celles sur les douleurs en lien avec l'arthrose, ils n'ont exploré que PubMed et Cochrane. Ils ont fait une recherche des essais contrôlés randomisés pour chacun des traitements et ensuite ils ont donné les différents résultats. Quelque chose qui est intéressant de souligner, c'est que pour la revue de littérature qui a été faite sur la lombalgie chronique, ils ont fait apparaître de manière très amusante l'impact de la qualité des études sur l'efficacité des traitements. Donc c'est en page 2, on vous mettra le lien sur le blog. Et donc on peut voir que, très curieusement, dès que la méthodologie d'un article s'améliore, et donc dès qu'on élimine le plus possible le risque de biais, eh bien les résultats deviennent un peu moins extraordinaires.
Dans ce tableau, ils ont mis en ordonnée le pourcentage de patients pour lequel le traitement a une efficacité vraiment cliniquement pertinente, c'est-à-dire ceux qui obtiennent au moins 30% d'amélioration. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque c'est un raccourci qu'on fait un petit peu souvent, mais c'est à peu près le pourcentage d'efficacité qu'on attribuerait à un effet placebo. Et donc, ça permettrait d'estimer approximativement l'efficacité propre de la thérapeutique qui est proposée. 30% sur un placebo, on estime? Ouais, alors, c'est quelque chose Attends, qu'on entend souvent, peut-être qu'on se fera corriger là-dessus. ouais. Bah, tant mieux, ça nous permettra d'en discuter un petit peu plus tard. Je m'attendais pas à autant. Ouais. Et donc, ce tableau, ils ne l'ont pas reproduit pour les 2 autres recommandations. C'est un petit peu dommage parce que ça permettait aussi d'ouvrir le dialogue avec les patients pour leur montrer qu'on a un regard aussi critique sur ce qui est produit par la littérature scientifique. Pour les autres, eh bien, pour les douleurs neuropathiques, en fait, ils ont fait une flèche sur le côté qui monte et les traitements en haut ont le plus gros niveau de preuve de leur revue, ce qui, dans le cas des douleurs neuropathiques, c'est des niveaux de preuve modérés. Et en bas, il y a les traitements pour lesquels le niveau de preuve est le plus faible. Ça représente à peu près combien d'études pour chacun de ces outils? Alors, une fois qu'ils ont qu'ils ont éliminé les études qui ne rentraient pas dans les critères, on en arrive à 63 essais contrôlés randomisés pour la lombalgie chronique, 67 pour les douleurs neuropathiques chroniques, et pour les douleurs en lien avec l'arthrose, ils ont conservé 235 études. Ah oui, donc on a un outil qui est très simplifié visuellement, mais au final, des revues systématiques qui sont très conséquentes visiblement. Bon, alors Vincent, le nerf de la guerre, c'est quoi le résultat de tout ça? Si on commençait par l'outil sur la lombalgie chronique, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors déjà, l'outil sur la lombalgie chronique, ils ont fait une recherche autour de 15 interventions. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, oraux ou topiques, les exercices, l'acupuncture, les thérapies par manipulation de la colonne, les injections de corticostéroïdes, le paracétamol, les opioïdes oraux, les anticonvulsifs, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine norépinéphrine, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine tout court, les cannabinoïdes, les relaxants musculaires oraux ou les rubéfiants topiques. Ce qu'il faut noter, c'est que parmi les traitements qu'on a cités, tous ne sont pas présents sur l'infographie. Et en fait, ceux qui ne sont pas présents ne le sont pas parce que les études contrôlées randomisées qui ont été faites sur ces traitements ne satisfaisaient pas aux critères d'inclusion de la revue systématique. Alors du coup, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est recommandé? Parmi les interventions pour lesquelles on trouve une efficacité propre qui a l'air d'être assez satisfaisante, on a dans l'ordre les exercices, les anti-inflammatoires oraux non stéroïdiens, les manipulations vertébrales, la duloxétine, qui est un antidépresseur. Et puis, on retrouve enfin une intervention pour laquelle il n'y a apparemment assez peu d'effets propres à l'intervention, voire même des effets secondaires qui seraient pas très avantageux, c'est les injections de corticostéroïdes. Et enfin, il y a 3 interventions qui apparaissent sur cette infographie pour lesquelles eh bien, on manque de données en termes de qualité d'études pour pouvoir conclure. C'est l'acupuncture, la capsaïcine et les opioïdes. Grosse surprise sur l'exercice. Ouais, Après, ça reste du coup, on parle de 28% des patients qui vont montrer une amélioration avec l'exercice, donc largement en tête, contre 18% pour les INS oraux, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et 15% pour les manipulations vertébrales. voilà, Et donc là, dans les 3 cas, on a 40% des patients qui s'améliorent en l'absence d'intervention. c'est fou, hein. Ok, donc des choses qui globalement vont un petit peu dans le sens de tout ce qu'on dit déjà aujourd'hui sur le lapin. L'exercice d'abord, et pas seulement par rapport à l'efficacité, mais ça peut aussi potentiellement être par rapport au coût et par rapport au risque et à la balance bénéfice-risque encourue par les patients, évidemment, forcément, nous, ça nous arrange. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à l'arthrose? Eh bien, je pense que tu vas encore être surprise, puisque, une fois de plus, les exercices arrivent en tête.
Et cette fois-ci, 54% des patients qui seraient améliorés par les exercices contre 40% qui s'améliorent alors qu'on ne va pas leur proposer d'intervention, on ne va pas leur prescrire de médicaments ou d'exercices. Et pour les douleurs en lien avec l'arthrose, eh bien, il y a très peu de patients qui ne vont pas du tout s'améliorer. L'injection de corticoïdes intra-articulaires, eh bien, moi ça m'a assez surpris, mais il y a quand même pas mal de patients chez qui ça va avoir un effet bénéfique, hein. Il monte 30% de patients. Mais Et donc là, par contre, dans les deux cas, on a 40% des patients qui s'améliorent en l'absence d'intervention. exactement. 18% des patients qui s'améliorent contre 11% des patients qui s'améliorent entre les INS oraux et les INS locaux, avec toujours là encore 40% qui s'améliorent en l'absence d'intervention. Et je vois quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, la viscosupplémentation, qui nous amène à 9% des patients qui s'améliorent avec, contre 40% des patients qui s'améliorent en l'absence de traitement. Il y a une grosse supériorité quand le petit bonhomme est vert par rapport au petit bonhomme jaune. Le vert, c'est le traitement qui marche, et le jaune, c'est tu fais rien et ça marche. Dans ce cas-là, tu as plus intérêt à ne rien faire qu'à faire quelque chose. C'est ça. Et donc, pour la viscosupplémentation, effectivement, on a un petit peu de patients qui sont améliorés. Et si tu regardes à la dernière ligne, en fait, donc sur cette même ligne, tu as 3 interventions: la viscosupplémentation, les glucosamines et la chondroïtine. Et en fait, à la ligne en dessous, tu as ces 3 produits, mais tu as leurs résultats dans des essais qui sont financés de manière publique et non plus par les fabricants. Et c'est assez étonnant puisque du coup, eh ben, on n'a plus de patients qui s'améliorent avec les traitements. On a surtout des patients qui ne s'améliorent pas avec le traitement, et il reste une minorité de patients qui s'améliorent sans intervention. Donc, quand on s'intéresse au mode de financement des études, on va avoir des résultats qui vont être différents et qui vont être finalement moins favorables que les résultats retrouvés quand les laboratoires participent au financement de ces recherches. Voilà. Comme c'est étrange. Cependant, Oui. je reviens sur l'outil décision partagée pour la lombalgie chronique. Eh bien, les exercices, c'est la seule intervention pour laquelle l'effet est supérieur lorsqu'on est sur des études financées par des deniers publics. Ah, d'accord. Donc, on peut imaginer qu'il y a moins de biais sur les études portant sur l'exercice. Non, on peut surtout imaginer que c'est un gros complot parce qu'ils savent que l'exercice, ça coûte moins cher que payer des médicaments très chers. Oui, on peut voir ça comme ça aussi. Et du coup, pour terminer, la question des douleurs neuropathiques chroniques, donc qui durent depuis un certain temps, qu'est-ce qu'ils retrouvent comme traitement efficace ou moins efficace que ce qu'on peut imaginer? Alors, comme traitement efficace avec un niveau de preuve moyen, on a les anticonvulsants et duloxétine et certains antidépresseurs, avec quand même une majorité de patients qui ne vont pas s'améliorer, 56 et 58, une quantité de patients qui vont s'améliorer sans intervention qui sera supérieure à la quantité de patients qui va s'améliorer avec le traitement. Donc on est Donc, quand même sur des effets très modestes. Et par contre, de l'autre côté du spectre des niveaux de preuve, avec un niveau de preuve très faible, on a un autre antidépresseur, la mitriptyline, pour lequel le nombre de patients qui s'améliorent avec le traitement est un petit peu plus important, hein. On a 30 patients qui s'améliorent avec le traitement, 29 qui vont s'améliorer sans intervention et 41 qui ne vont pas s'améliorer. Et de la même façon, en termes de niveau de preuve très faible, on a l'acupuncture. Ils ont relevé 3 études, et pour ces 3 études, eh bien, on a une part conséquente de patients qui ne s'améliorent pas, 71, et une minorité, les 29 qui restent, qui vont s'améliorer sans intervention. d'accord, donc pas d'argument pour motiver la prescription, la proposition d'acupuncture dans les douleurs neuropathiques chroniques. Voilà, et on dirait qu'avec ce dont on a déjà pu parler dans cet épisode et puis dans d'autres épisodes, eh ben, c'est un clou de plus dans le cercueil de l'acupuncture. Sachant que là, tout ce qu'on cite jusqu'à présent, on parle d'une amélioration significative définie à un seuil de plus de 30%, enfin supérieur ou égal à 30%.
Ça veut dire que tous ceux qu'on dit s'améliorer en l'absence d'intervention vont s'améliorer de 30% ou plus, c'est ça, hein? Voilà, ce qui exclut pas une amélioration inférieure, mais dans ces cas-là, il est très souvent difficile de dire si cette amélioration est liée au fait qu'il y ait eu une intervention ou une prise en charge, ou bien si c'est la prise en charge elle-même qui a cette efficacité-là. D'accord. C'est glissant, je trouve, parce qu'on aurait presque tendance à avoir envie de dire, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de ne rien faire? Je trouve que le tableau à destination des professionnels de santé est intéressant derrière, puisque là, il liste bien finalement les types de traitements qui peuvent potentiellement amener des bénéfices, tout en sachant qu'on ne risque pas d'amener des effets indésirables derrière. Et là, je pense que c'est intéressant pour guider le choix du traitement pour le patient. C'est un super outil de réassurance en fait, de réassurance cognitive. Oui, c'est ce que je disais au début et c'est ce dont on parlait dans l'épisode sur le Paris Shoulder Summit avec Tamar Pinkes qui disait que rassurer les patients, c'est pas leur dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est leur donner des faits et c'est leur donner des informations qu'ils vont s'approprier de manière à avoir une vision de leur parcours de soins qui ne sera pas liée à notre propre avis ou notre propre point de vue, mais qui sera liée à ce qu'on sait de la situation. Et ce qui finalement est beaucoup plus rassurant que juste de dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et là, on a des outils qui sont simples, qui sont clairement adaptés à une consultation de médecine générale, au moment où va se discuter la prescription d'une molécule, ou bien de rééducation, ou bien une orientation vers un éventuel médecin spécialisé ou chirurgien, mais aussi en consultation de kiné, lorsqu'on va définir les objectifs et les moyens qu'on va mettre en œuvre avec le patient pour lui dire, regardez les exercices, ce qu'on propose en fait, voilà le type de bénéfice qui est attendu. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous propose des exercices? Parce qu'on a montré que c'était plus efficace que d'autres interventions. Il y a déjà eu des infographies qui comparaient l'effet de différentes interventions pour l'arthrose du genou notamment. Et je trouve que cette forme-là, l'intérêt, c'est qu'elle est assez standardisable et qu'on peut donc l'utiliser pour beaucoup de pathologies. Eh bien, merci Vincent de nous avoir fait découvrir ces 3 outils qui sont très intéressants. On vous mettra évidemment tous les liens et toutes les infographies sur le blog Le Temps dans Lapin. N'hésitez pas à nous faire un retour. Moi, je pense qu'elles ont leur place dans une salle d'attente, comme elles pourraient avoir leur place dans un cabinet de kinésithérapie ou dans un premier entretien ou un bilan. N'hésitez pas, si vous les essayez, à nous dire ce que vous en pensez. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.